problématique des économies émergentes. Alors, il y a toujours eu évidemment des inégalités de développement économique et social, mais je dirais que ces inégalités, en fait, elles se sont accélérées à partir du moment où l'Europe a connu la révolution industrielle et donc les débuts du capitalisme. Je crois que jusque-là, le développement était beaucoup plus harmonieux au niveau planétaire, et c'est donc le capitalisme qui va engendrer un fossé entre ceux qui vont adopter le système économique avec succès et ceux qui vont rester en marge de ce système. Alors, je vous rappelle quand même que jusqu'au XVIIe siècle, la première puissance économique mondiale, c'est la Chine, et ce n'est pas une puissance européenne. La Chine est le premier producteur, vu sa taille déjà à l'époque, au niveau mondial. Donc des inégalités de développement qui sont assez fortes dès le départ du capitalisme. Très rapidement, on peut donner un sens général de ces problèmes de développement, puisqu'il s'agit d'opposer ce qu'on appelle les pays du Nord, les pays développés, les pays riches. Si vous regardez un planisphère, vous voyez tout de suite où se trouvent les zones productrices de richesse. Elles sont pour l'essentiel dans le nord de la planète. Et le sud, eh bien, ce sont les pays en développement. Certains d'entre eux avancés dans le développement et d'autres les moins avancés, d'ailleurs ce qu'on appelle les PMA, donc des pays dont le problème essentiel est la survie de leur population. Et on remarquera que tout cela, tous ces pays les moins avancés en termes de développement, eh bien, se trouvent au sud. Alors vous allez me dire, il y a toujours quelques exceptions, effectivement. Vous prenez l'Australie, qui fait partie des pays dits du Nord et qui se trouve pourtant géographiquement dans l'hémisphère sud. Mais mis à part quelques petites contradictions, on a bien la ligne de démarcation entre le Nord développé et le Sud qui souffre d'un problème de développement certain. Alors c'est la notion de tiers-monde qui apparaît. Cette notion de tiers-monde qui a été introduite par Sauvy à la conférence de Bandung dans les années 50, à la fin des années 50, 56 peut-être, désignait quelque chose d'assez important. Pourquoi tiers-monde ? Parce que c'était le tiers de la planète. Ce qui veut dire que les problèmes de développement n'affectaient à cette époque-là qu'un tiers de la planète, et on était moins de 3 milliards, on était entre 2 et 3 milliards. Donc vous voyez à peu près le nombre de gens qui sont concernés par ces phénomènes de non-développement. Et puis, tiers-monde, pourquoi ? Parce que le monde autre que ce tiers-là est pris dans la guerre froide, dans le conflit Est-Ouest. Autrement dit, c'est un conflit capitalisme-socialisme. Et précisément, la revendication des tiers-mondistes, des grands dirigeants tiers-mondistes de l'époque, eh bien, c'est ne pas être afféodé au capitalisme, ne pas être afféodé au socialisme, de proposer précisément une troisième voie qui reste encore à définir. C'est évidemment la raison essentielle de leur échec. Mais il y avait la tentative de ni capitaliste ni socialiste, et donc de choisir une voie de développement originale. Et puis, troisième référence à cette idée de tiers-monde, eh bien, il y a aussi l'idée de tiers-État. Au moment de la Révolution française, vous avez le tiers-État, vous avez la noblesse et vous avez le clergé. Et le tiers-État, c'est celui finalement le plus nombreux qui, à un moment donné, va prendre le pouvoir et, en tous les cas, va revendiquer un accès au pouvoir. Eh bien, c'est ce qui va se passer aussi par rapport à ces pays du tiers-monde qui, de plus en plus, vont demander à intervenir et à être pris en compte sur la scène internationale pour des problèmes économiques, politiques ou sociaux. Donc voilà cette notion de tiers-monde qui fait son apparition dans les années 50-60. Alors aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un éclatement. Le tiers-monde n'est plus uni, mais c'est un espace de différenciation, comme on dit. Ça veut dire que dans les pays du tiers-monde, on n'utilise plus d'ailleurs cette expression en 2011, dans ces pays du tiers-monde, eh bien, on va retrouver des pays qui sont assez proches de nous, c'est ce qu'on appelle les nouvelles puissances émergentes, justement, et puis, de l'autre côté, des pays très en retard d'un point de vue de leur développement, donc des pays dont la population n'arrive pas toujours à survivre, ce qu'on appelle, encore une fois, les PMA. Et puis, à l'intérieur, vous allez avoir aussi des pays à revenus intermédiaires, bref, vous allez avoir toute une catégorie de pays avec des niveaux de développement différents. Donc, aujourd'hui, si on parle de tiers-monde, c'est tout de suite pour dire, attention, ce n'est pas une réalité homogène,
mais il y a des degrés très très différents dans le développement que l'on peut constater. Donc, notion de tiers-monde. Puis en développement, pays les moins avancés, pays à revenus intermédiaires. Donc ce sont généralement les catégories qui sont le plus utilisées pour désigner ces différentes situations. Et puis aujourd'hui, les économies émergentes, donc c'est le concept revisité du pays en développement rapide, en quelque sorte. Alors, les années 70, qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? Eh bien, il y a l'apparition déjà d'un premier groupe de pays qui va connaître un développement très rapide. Ces pays sont des pays du sud-est asiatique. C'est ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés. Et ils sont au nombre de 4 au départ. Il s'agit de la Corée du Sud, de Singapour, de Hong Kong et de Taïwan. Donc il y a 2 cités-États et 2 nations, dont une importante, évidemment, c'est la Corée du Sud. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces 4 dragons, qui, par la suite, vont évoluer vers une deuxième vague de pays industrialisés, deuxième vague de NPI, si vous voulez, que l'on va appeler les bébés tigres. Et il y a 5 bébés tigres, j'espère que je vais m'en rappeler. Il y a la Malaisie, il y a le Vietnam, il y a la Thaïlande, les Philippines et l'Indonésie. Donc, qui sont 5 pays qui, 10 ans après leurs aînés, si vous voulez, vont commencer leur processus de décollage et donc sont aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, mais sont aujourd'hui vecteurs de croissance économique extrêmement forte. Si vous voulez, le monde du développement aujourd'hui est totalement occulté par les séismes en Chine et en Inde. Mais au pied de ces 2 géants économiques, eh bien, il y a tout un tas de petits pays asiatiques, mais aussi latino-américains, qui sont en train de se développer à une vitesse assez rapide. Et en plus, ça c'est un fait relativement nouveau, pour la période la plus récente, les 5 ou 6 dernières années, semble-t-il une croissance très significative dans un grand nombre de pays africains, et d'Afrique subsaharienne notamment. Et c'est pour la première fois un grand espoir de développement pour l'Afrique. Donc on voit un développement économique qui va procéder par vagues. Et avec notre première vague, donc dans les années 70, que l'on a appelé les 4 dragons. Alors, comment se sont-ils développés, ces 4 dragons ? On les a un petit peu aidés. On les a un petit peu aidés parce qu'on leur a prêté beaucoup d'argent. C'est au moment des chocs pétroliers. Il y a ce qu'on appelle des pétrodollars, c'est-à-dire des dollars qui sont liés au commerce du pétrole. Il y en a évidemment des quantités très très importantes sur le marché. Pourquoi ? Parce que les prix du pétrole ont été multipliés par 3 ou 4. Que le monde développé est exsangue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet d'investissement. La croissance est redevenue faible tout de suite après les chocs pétroliers, donc il n'y a pas besoin de financement, si vous voulez. Et comme vous devez savoir, l'argent ne laisse pas dormir. Et donc, on va prêter aux seuls qui sont demandeurs de financement importants. Ce sont ces pays, ce qui va devenir ces nouveaux pays industrialisés. Alors, on va prêter d'ailleurs aux pays asiatiques et on va prêter aussi aux pays latino-américains, sauf que les pays latino-américains ils vont faire un moins bon usage des fonds qu'on va leur prêter et ça va aboutir quelques années plus tard à la crise de la dette de l'Amérique latine. Par contre, en Asie, cet argent va être utilisé à profit et va mener directement au développement des pays qui l'ont utilisé. Donc, recyclage des pétrodollars. Un modèle de croissance que l'on peut qualifier, je pense maintenant, modèle de croissance asiatique. Parce que en Asie, le développement se fait toujours d'une manière particulière par rapport à ce qui se fait en Occident. Notamment, on procède beaucoup à la croissance par le débouché extérieur. Ce sont les exportations qui vont expliquer la croissance. Et finalement, la demande intérieure, et particulièrement la consommation finale des ménages, elle reste partout relativement modeste. Donc le principal moteur de la croissance dans ce modèle de développement asiatique, ce sont les exportations. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit aussi aujourd'hui la Chine qui procède de la même manière, le Japon qui auparavant avait procédé de la même manière. Donc il y a une véritable réalité asiatique de ce phénomène. Et en contrepartie, qui ne nous paraît pas très, très normal d'ailleurs, exportateurs, mais protectionnistes chez eux, c'est-à-dire qu'ils protègent très bien leurs frontières des produits du reste du monde.
Donc il limite complètement les importations. Quand on fera les théories du commerce international, on verra qu'il y a une théorie pour justifier ce protectionnisme. On protège des industries dans l'enfance. Ces pays sont en train de s'industrialiser, ils ont moins d'expérience et moins de force que les vieux pays industriels, donc ils trouvent ça normal qu'il y ait une protection pendant un certain temps, le temps que leurs industries deviennent mûres et concurrentielles avec les nôtres. Donc voilà la stratégie adoptée dans tous les pays asiatiques. Autre particularité, c'est tous ces pays, jusqu'à la Chine aujourd'hui, ont bénéficié des délocalisations, c'est-à-dire que nous leur avons confié de plus en plus d'opérations de production ou de production intégrale. Nous leur avons confié, je veux dire, l'investissement direct à l'étranger, il n'est pas subi par nous et imposé par le territoire de délocalisation, c'est l'inverse, c'est nous qui choisissons de délocaliser et c'est le territoire de délocalisation qui nous reçoit. Donc tout ça pour dire qu'on a une responsabilité très très importante en Occident dans ces phénomènes. Et il ne s'agit pas de crier au loup quand on parle de pays comme la Chine et l'Inde aujourd'hui, puisque, encore une fois, ce type de décision appartient à nos chefs d'entreprise. Donc la véritable responsabilité des délocalisations est chez nous et passe, encore une fois, sur les territoires de délocalisation. IDE, autre forme, évidemment, de développement, investissement direct à l'étranger, c'est-à-dire que ce sont des firmes européennes ou américaines ou japonaises qui viennent investir sur place, donc des filiales, mais aussi des entreprises conjointes avec des partenaires locaux, et d'une manière générale, tout un réseau de sous-traitance internationale, c'est-à-dire qu'on va, sans avoir la propriété du capital et des moyens de production, on va confier à des entreprises locales, au titre de la sous-traitance internationale, la réalisation d'un certain nombre d'opérations de production. C'est notamment vrai, ça, dans tout le secteur textile et habillement. Donc, voilà un petit peu comment ces pays se sont développés. En faisant cela, vous comprenez bien qu'ils acquièrent des savoir-faire technologiques, des savoir-faire tout court, et qu'ils deviennent petit à petit, par l'expérience, ils deviennent des concurrents redoutables des industries occidentales. C'est aussi une zone qui est totalement imprégnée de la domination du Japon, en tous les cas jusque dans les années 90, le Japon qui est la grande puissance économique régionale, et le Japon qui va être le premier d'ailleurs à utiliser ces NPI comme usine-atelier, usine-tournevis, on dit d'usine-tournevis, c'est-à-dire on va utiliser la main-d'œuvre pour assembler des produits. L'assemblage est une industrie de main-d'œuvre, et ça tombe bien, la main-d'œuvre dans les NPI est à un coût très, très, très faible. Donc ce sont les Japonais qui, les premiers, vont confier effectivement à un certain nombre de partenaires asiatiques des travaux de sous-traitance en très, très grand nombre. Je vous rappelle que les Japonais font ça à l'époque parce qu'eux, ils souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre absolue. Il y a une décroissance démographique au Japon. Et qu'en conséquence, ils ont robotisé tout ce qu'ils pouvaient robotiser pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre, mais ça ne suffit pas. Et donc, il va falloir aller faire produire là où il y a de la main-d'œuvre. Partant du principe que le territoire japonais est un territoire qui est assez réfractaire aux flux migratoires, que les étrangers, quelle que soit leur origine, s'intègrent très très mal au Japon. Donc, il n'y a pas possibilité de pallier au manque de main-d'œuvre par la réception de flux migratoires. Donc, on est obligé de sortir les productions et de les confier à d'autres. C'était quoi la cause des problèmes de main-d'œuvre du Japon ? Alors, la cause des problèmes de main-d'œuvre du Japon, c'est que la main-d'œuvre n'est surtout pas assez nombreuse. Il y a un vieillissement de la population japonaise, il y a une fécondité extrêmement basse, et le Japon est un pays qui perd de la population. Il faut savoir, ça, c'est un pays qui décroît en termes de population, mais qui croît toujours en termes d'activité économique. Donc, c'est une économie qui a besoin de plus en plus de main-d'œuvre. Donc, il y a une véritable contradiction entre les deux. Et toujours maintenant, oui, bien sûr. La population japonaise est de plus en plus vieillissante, et les Japonais travaillent déjà souvent jusqu'à 70 ans. Évidemment, on ne va pas pouvoir pallier le manque de naissance par un recul comme ça, vitam aeternam, du départ à la retraite.
Donc, à un moment donné, il est clair qu'il faut trouver des solutions à l'extérieur du Japon. À moins de tabler sur une reprise de la natalité japonaise, mais on sait très bien qu'en démographie, on ne change pas du jour au lendemain un taux de natalité. C'est progressivement qu'on constate sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années que la natalité a repris. Donc ça veut dire que 30 ans plus tard, on va avoir une population active supérieure. Donc il ne faut pas compter sur un sursaut de la démographie japonaise. Donc rôle particulier du Japon dans ce développement de l'Asie. Alors un autre pilier du modèle asiatique de développement, c'est l'intervention déterminante de l'État. Je crois qu'ils ont échappé à la querelle théorique qui a eu lieu chez nous, en gros depuis les années 50 jusqu'à quasiment maintenant. Est-ce que l'État doit intervenir dans la vie économique ? Et si oui, quelles doivent être les limites de cette intervention, etc. En Occident, on est très très branché sur ce débat. L'idée étant que, normalement, dans l'économie de marché, que l'État doit prendre énormément de recul parce qu'il n'est pas nécessaire, voire il est nuisible. Carrément, les Asiatiques, je dis les Asiatiques à dessein, parce que ça s'est passé dans beaucoup de pays, eux conçoivent l'État comme l'organisateur du système économique. Donc l'État japonais était extrêmement puissant, il fédère les industries. À l'intérieur du ministère du Commerce extérieur, il y a des actions et des financements qui sont adressés pour faciliter les exportations des entreprises japonaises. On incite à la collaboration. Enfin, voilà, il y a une intervention vraiment omniprésente de l'État. En ce qui concerne la Chine, évidemment, c'est la même chose. L'État est très très présent dans le développement des entreprises à l'étranger. Donc c'est une constante. On pourrait donner un troisième exemple, celui de la Corée du Sud, où là, carrément, aujourd'hui, les très grandes entreprises sud-coréennes, dont on connaît tous les noms, parce que je vous rappelle qu'il s'agit de LG, il s'agit de Samsung. Donc aujourd'hui, ce sont des entreprises et des marques de taille mondiale, qui, je vous rappelle, n'existaient pas il y a 30 ans quand même, et qui aujourd'hui viennent concurrencer les industries les plus performantes américaines, japonaises ou européennes. Donc un développement extrêmement rapide. Eh bien, ces entreprises, ce qu'on appelle des cables en Corée du Sud, ce sont des émanations de l'État. C'est l'État qui a forcé les entreprises à aller dans telle direction, à devenir des spécialistes d'automobile. Il a financé, il a obligé à des regroupements d'entreprises. Bref, c'est la main de fer de l'État qui a modelé ce capitalisme sud-coréen. Donc c'est toujours une constante, même quand ça prend des formes différentes. En Asie, le développement du marché et du capitalisme passe par un acteur central qui est l'État. Et qui ensuite s'efface pour laisser les logiques privées s'exprimer. Oui ? Et ces entreprises ont été nationalisées par l'État ? Alors ces entreprises, elles sont le plus souvent privées. Mais les familles, en Corée du Sud notamment, les familles sont très proches du pouvoir. En fait, il y a une sorte de collusion entre les intérêts politiques et les intérêts économiques, ce qui n'empêche pas, dans certains cas, l'État de prendre des participations plus ou moins importantes dans ces grands groupes. Voire, quand ces grands groupes périclitent, parce que c'est arrivé plusieurs fois aussi, de reprendre le contrôle de la totalité. Donc c'est un État extrêmement interventionniste et qui n'a pas peur de le dire. Enfin, ça fait partie du modèle économique original de l'Asie. Alors, autre point intéressant, c'est les stratégies de développement qui sont poursuivies par les entreprises asiatiques. On parle de stratégie de remontée de filière. Donc une filière, si vous voulez, c'est un amont et c'est un aval. L'amont, c'est la matière première, l'aval, c'est le produit fini. Alors, si on remonte la filière, on va de l'aval vers l'amont. Alors pourquoi sont-ils partis de l'aval ? Parce qu'on leur a confié au départ, au titre de la délocalisation, on leur a confié l'assemblage de produits. C'était particulièrement clair dans l'industrie informatique, ça, dans les années 80-90. On leur a confié l'assemblage des ordinateurs. Pourquoi ? Parce que cet assemblage, encore une fois, utilise beaucoup de main-d'œuvre et donc on a intérêt à le faire dans les pays à faible coût de main-d'œuvre.
Mais ils ont appris. Et puis, ils se sont intéressés aux composants. Et puis, ils ont commencé à fabriquer des composants. Et de fil en aiguille, en remontant vers la matière première, eh bien, ils ont maîtrisé toute la filière technologique. Ce qui fait que 10 ou 15 ans plus tard, ce sont devenus des producteurs d'ordinateurs, mais sous leur propre marque. Donc, ils ont appris par la délocalisation et par la sous-traitance internationale. Et ils ont remonté la filière. Les Indiens, par exemple, ont fait plutôt l'inverse. Les Indiens, eux, sont dans des stratégies de descente de filière. C'est-à-dire qu'on leur a confié la matière première, et finalement, eux, petit à petit, s'emparent des débouchés de la matière première. Exemple, l'industrie du coton, puisque les plantations de coton, avant le développement des États-Unis, le coton, il vient essentiellement d'Inde, et il est traité en Grande-Bretagne, au titre de l'empire colonial britannique. Et donc, pendant des siècles, les Indiens n'ont vendu que la matière première à faible valeur ajoutée, le coton. Et puis, ils ont appris à fabriquer des tissus avec les cotons. Ils ont appris industriellement, parce que depuis la nuit des temps, évidemment, les Indiens savent tisser, mais de manière industrielle. Ils ont appris à le faire. Probablement parce qu'il y a aussi des industriels britanniques qui se sont implantés en Inde. Donc, ils ont eu accès à des compétences technologiques. Puis ensuite, ils ont fait des vêtements. De telle sorte qu'aujourd'hui, l'Inde est un des premiers producteurs de vêtements du monde. Donc là, on voit bien, c'est la stratégie inverse, la stratégie de descente de filière. On maîtrisait la matière première, et puis on a appris petit à petit pour aller vers le produit à plus forte valeur ajoutée, à savoir le vêtement. Donc ça aussi, ce sont des stratégies qu'on ne retrouve pas partout, en fait. Alors, les années 80 et 90, nouvelle vague de nouveaux pays industrialisés qui se trouvent en Amérique latine, et puis, dans un premier temps, puis ensuite, qui vont se trouver en Europe centrale, suite à la chute du mur de Berlin, puisque, effectivement, le camp socialiste, eh bien, du coup, laisse la place à des économies totalement désarticulées, qui ont une véritable problématique de développement et de rattrapage des autres pays européens. Alors, l'Amérique latine s'est développée d'une manière très très chaotique, ce qui veut dire que l'expérience du développement dans les années 80-90 n'ont pas été fabuleuses. Par exemple, le Brésil, dans lequel on fondait de grands espoirs, dans lequel on fonde toujours de grands espoirs, eh bien, a une petite période de latence dans son processus de développement, puisqu'il y a une crise de la dette terrible au Brésil qui a généré quasiment une décennie pour rien d'un point de vue économique. Donc, un modèle brésilien qui, dans un premier temps, n'a pas vraiment porté tout ce qu'on attendait de lui. Par contre, au Chili, au Mexique ou en Argentine, pour des raisons d'ailleurs très très différentes, on a une dynamique intéressante du système économique. Le Chili, malheureusement, et c'est là où on voit où économie et morale ne font pas nécessairement bon ménage, c'est le Chili de Pinochet qui a beaucoup bougé. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs forts, les dictatures, elles sont en capacité aussi d'orienter les acteurs. Et quand ces acteurs, ils ont des bons programmes économiques, entendez par là des programmes libéraux qui favorisent les entreprises, l'investissement, le capital et le profit, eh bien, forcément, vous avez les résultats de ces politiques-là. Vous avez un développement extrêmement rapide. Le Mexique, pour d'autres raisons. Le Mexique, lui, c'est parce qu'il va intégrer l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Donc, il va y avoir un dynamisme des échanges entre les États-Unis et le Mexique qui va expliquer le développement. Vous avez probablement entendu parler des maquiladoras, qui sont ces zones d'activité à la frontière mexicaine, entre le Texas et le Mexique, qui sont l'espace de délocalisation des États-Unis. Ils vont y faire assembler leurs produits, parce que, évidemment, la main-d'œuvre mexicaine est beaucoup moins coûteuse que la main-d'œuvre américaine. Donc, des situations différentes, mais en tous les cas, qui amènent toutes, dans les années 90, un sursaut de croissance en Amérique latine. Alors, les années 90, après la difficile transition dont nous avons parlé à une autre occasion, eh bien, ces années 90 seront les années du développement de l'Europe centrale.
Il s'agit de changer de système économique, comme on l'avait vu, provoquer la libéralisation économique, pour s'opposer à la centralisation économique et au système administré mis en place par les soviétiques et leurs émules. Et puis, ce qui va les aider aussi énormément, c'est que les Européens, en premier lieu, les Allemands d'ailleurs, en premier chef des Européens, mais aussi les Américains et voire les Japonais, vont investir massivement dans les pays de l'Europe de l'Est. Et donc ça, évidemment, ça va faciliter le rattrapage en termes de développement de l'Europe centrale. L'Union européenne va associer très rapidement ces pays au marché unifié, donc progressivement, et puis va tout faire pour les intégrer, ce qui va être fait donc en 2006, où effectivement l'essentiel des PECO va être intégré. Il y aura une deuxième vague un petit peu plus tard, mais aujourd'hui tous les pays d'Europe centrale et orientale sont intégrés à l'Union européenne. Et puis dans les années 2000, dernière vague de pays en développement, ce sont nos fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, donc qui vont défrayer la chronique pour leur développement rapide et l'espoir que l'on fonde dans ces pays pour tirer la croissance mondiale. Derrière ça, les BRICS, ce n'est pas un concept. Il n'y a aucun rapport entre le Brésil et la Russie, l'Inde et la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud. Bref, ces pays n'ont qu'une chose en commun, c'est qu'ils se développent et qu'ils ont une croissance économique un peu supérieure, enfin, beaucoup supérieure à celle de leurs partenaires, et notamment des vieux pays industrialisés. Mais voilà, le socle commun, c'est ça. Autrement, tout les distingue et les sépare. Donc pour moi, c'est un concept éphémère, on va dire, le concept de BRICS. D'ailleurs, il n'est pas fini, puisqu'on vient de rajouter le S. Même j'ai vu une déclinaison avec 2 I pour y intégrer l'Indonésie. Enfin, c'est un foisonnement d'acronymes sur ce sujet. Alors, contribution essentielle à la croissance mondiale, évidemment, on verra les performances tout à l'heure, les taux de croissance sont vertigineux, manque de chance. Ces pays représentent encore une petite part du PIB mondial. Alors ça ne va pas être le cas pendant très très longtemps, mais encore aujourd'hui ils ne sont pas majoritaires dans le PIB mondial. Et donc même s'ils ont une forte croissance, c'est un petit moteur qui a une forte croissance. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore de nature à pouvoir entraîner dans son ensemble l'économie mondiale. Disons que ça la soutient à des moments où, comme aujourd'hui, l'ensemble des pays occidentaux sont en récession ou vont l'être. Mais c'est pas, la contribution n'est pas exceptionnelle à la croissance. Du fait, encore une fois, de leur relative petite taille économique. Donc les économies de ces pays, comme je vous le disais, présentent des modèles de développement qui sont très très différents et qui ont des caractéristiques d'activité, de population, de spécialisation extrêmement différents, voire de système économique et social extrêmement différents.